Correction des marchés américains, vous l'avez vu, le Dow Jones, le SP500, le Nasdaq, mais également les indices européens ont vacillé tout au long de cette semaine, surtout en fin de semaine. Alors on a eu un rattrapage de fin de semaine très fulgurant aux États-Unis, mais est-ce que cette situation un petit peu d'incertitude, de volatilité va véritablement continuer sur les marchés? On va voir ensemble justement quel va être l'indicateur, l'élément peut-être déclencheur de la mise en place d'une correction sur les marchés américains. Vous en avez déjà très certainement entendu parler tout au long de cette semaine. C'est le taux à 10 ans aux États-Unis. On va voir ça ensemble de manière vraiment très précise. Pourquoi est-ce qu'il faut le surveiller? De quelle manière est-ce qu'il faut le surveiller pour déterminer si nous risquons d'entrer dans une correction profonde, dans un bear market sur les marchés aux États-Unis, bien évidemment qui auront un impact sur les marchés européens, le CAC 40, le DAX notamment. Et on va voir également à la fin de cette vidéo quelles ont été les différentes positions que nous avons prises sur IVT par l'équipe. Allez, à tout de suite. Alors avant de voir si effectivement les marchés américains sont rentrés dans des phases de correction profonde, est-ce qu'ils risquent d'y entrer et quels sont les niveaux finalement très importants à surveiller au cours de ces prochains jours et de ces prochaines semaines, voire prochains mois et jusqu'à la fin de l'année, on va voir ensemble justement quelle est la véritable inquiétude sur les marchés de manière vraiment très globale. Dans un premier temps, on avait eu, et là vous voyez justement en dessous de moi, le graphique du NFP, ce sont les créations d'emplois aux États-Unis qui est véritablement l'indicateur clé. Alors je vous rappelle que maintenant la Fed est rentrée dans un processus de resserrement monétaire, l'inflation est à son objectif, donc maintenant finalement la Fed ne va plus avoir d'impact sur les marchés au sens propre du terme. C'est-à-dire que pendant des années, on avait eu la Fed. Lorsque vous avez eu des mauvaises nouvelles, des mauvais chiffres macroéconomiques, microéconomiques, etc., finalement les marchés appréciaient parce que ça entraînait justement une politique monétaire de la Réserve fédérale américaine beaucoup plus accommodante que prévu. Donc finalement ça faisait monter les marchés actions. Maintenant c'est complètement l'inverse. Lorsque vous allez avoir des mauvais chiffres, eh ben, les marchés vont baisser. Et là en l'occurrence on a eu justement cette semaine donc le NFP qui est peut-être le chiffre le plus important d'un point de vue mondial sur les marchés et plus particulièrement sur les marchés des actions parce que ça vous montre justement un petit peu où en est l'économie américaine qui reste un petit peu la locomotive justement de l'ensemble des marchés mondiaux, même si on sait maintenant qu'il n'y a absolument pas de corrélation entre les différentes zones géographiques. Donc concernant le NFP, pour faire simple, il est ressorti en dessous des attentes. Donc là vous voyez le chiffre sur ce graphique là, 134 000 créations de postes, on en attendait, en tout cas le marché en attendait à peu près 185 000, donc c'est nettement inférieur aux attentes. Pour autant, et vous voyez le chiffre, le dernier chiffre de droite, 270 000, ce sont les créations d'emplois du mois précédent. Et si on regarde un peu plus en détail, on voit que finalement les créations d'emplois du mois précédent ont été largement révisées à la hausse. On attendait 200 000 créations d'emplois, en tout cas c'est le chiffre qui a été ressorti le mois précédent, et finalement le chiffre a été révisé nettement à la hausse à 270 000, donc 70 000 créations de postes de plus que ce que l'organisme avait publié le mois dernier. Donc on a eu finalement une compensation, alors une mauvaise nouvelle à très court terme, mais compensée finalement avec un retour et une révision à la hausse justement du chiffre du mois précédent. Donc vous voyez que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, finalement tout n'est pas si rose tous les mois, toutes les semaines, à chaque fois qu'il y a des publications macroéconomiques. Donc à surveiller bien évidemment toujours ce fameux NFP. On avait déjà fait une vidéo ensemble pour vous expliquer justement pourquoi est-ce que le NFP était très important. Alors vous savez, il y a le taux de participation qui est très très important. Au-delà du taux de chômage qui lui est maintenant à des plus bas, hein, 3,7%, on attendait 3,8% de chômage, donc c'est meilleur que prévu, mais le taux de chômage finalement en lui-même c'est pas ce qui est le plus important. Et vous aviez également la hausse des salaires qui était lors du chiffre du mois précédent, qui était la plus haute hausse des salaires depuis 2009. Donc on avait véritablement peut-être pas une poussée inflationniste, mais en tout cas des inquiétudes vis-à-vis
de l'inflation aux États-Unis, ce qui risque de faire augmenter les taux d'intérêt de la Fed de manière beaucoup plus rapide et peut-être même plus importante que ce qui était prévu initialement. Donc voilà concernant le chiffre du NFP. Mais ce n'est pas véritablement ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est plutôt avec le taux à 10 ans. Alors le fameux taux à 10 ans, vous avez vu qu'il est ressorti et il est en train de dépasser des records depuis 2000, alors pas 2011, mais depuis fin 2011. Donc il a des niveaux de 2011 à plus de 3,24%. Donc ce qui est important avec ce chiffre-là, c'est que ça a un impact baissier sur les marchés des actions. Alors, la hausse des taux, en tout cas de ce rendement à 10 ans aux États-Unis, n'a pas un impact baissier très important parce que vous voyez que le taux ici, depuis 2016, monte progressivement. D'accord? Donc si vous regardez effectivement ce fameux taux à 10 ans depuis 2016 et si on le compare avec ce qui s'est passé sur les marchés américains depuis 2016, vont monter également. Ce n'est pas forcément la hausse de ce taux à 10 ans qui est important, mais ce qui est véritablement important, c'est la vitesse de la hausse de ces taux à 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une étude justement qui était sortie notamment par Goldman Sachs en indiquant que la hausse de ces rendements obligataires, s'ils montent, alors aujourd'hui à peu près entre 20 et 40 points de base en un mois, finalement, c'est relativement normal. C'est-à-dire que le SP500, les indices américains, globalement, n'ont pas véritablement d'impact négatif vis-à-vis de cette hausse de rendement à 10 ans, donc toujours ce taux à 10 ans, de 20 à 40 points de base. Par contre, si on a une hausse des rendements obligataires qui s'écarte depuis de plus de 2 écarts types, c'est-à-dire de plus de 40 points de base, eh bien, à ce moment-là, de manière générale et de manière historique, on a une baisse du SP500. Je vais vous montrer maintenant justement ce chiffre-là, cette statistique qui a été établie justement et de cette corrélation qu'il y a entre la hausse rapide des taux à 10 ans par rapport à ce qui se passe sur le SP500. Et là, vous voyez justement sur ce graphique-là, je vais zoomer un petit peu, comme ça vous verrez mieux, et vous voyez que si on a 2 écarts types ici, d'accord, inférieurs à peu près à 1 mois. Donc, si on a une hausse très rapide du taux de rendement à 10 ans, eh bien, ça provoquera très certainement une baisse très prononcée du SP500. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est, on a déjà vécu ça au début, au mois de janvier. Vous vous souvenez, lorsque on avait le SP500, les indices américains qui s'étaient fin janvier, début février, très rapidement effondré, entre guillemets. Le SP500 était passé à peu près de 2875 points à 2580 points. Donc c'était quand même une baisse énorme. On avait perdu en 3 jours, quasiment 3 mois. En 2 jours, on a perdu 3 mois de hausse sur les marchés américains. Donc c'était véritablement très important. Est-ce qu'il est en train de se passer justement le même scénario? Parce que là, maintenant, c'est ce qui va nous intéresser. C'est est-ce que cette hausse des taux et des rendements obligataires à 10 ans aux États-Unis, est-ce que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer qu'au début de l'année? Mais on voit que cette hausse du rendement à 10 ans, finalement, se fait de manière progressive. Donc là, pour le moment, on a une petite inquiétude des marchés. D'ailleurs, on le verra juste après, les marchés américains qui ont tenu des supports daily très très importants, on va le voir juste après. Mais là, la hausse de ces rendements est en train de se faire de manière pas brutale, donc finalement en continuité de ce qui se passe depuis ces plusieurs semaines. Donc c'est pas véritablement ça qui va faire provoquer justement une baisse très très forte des marchés actions. Alors on a eu un repli vraiment relatif sur les marchés américains pour le moment, et on va voir justement ensemble maintenant sur ces fameuses positions sur les rendements obligataires à 10 ans, eh bien, il y a des opérateurs, des très gros opérateurs, et notamment un a priori. Alors, j'ai regardé justement par rapport à un article qui a été publié sur Zero Hedge, notamment quelques traders et un en particulier qui a pris une très très grosse position pour se couvrir justement du fait que cette hausse
des rendements obligataires aux États-Unis allait continuer et pourquoi pas aller jusque 3,3 voire 3,45% sur ce fameux taux à 10 ans. Et donc, on a une hausse des volumes, une hausse des opérateurs qui sont en train de se couvrir sur ce risque-là et se couvrir pas sur 3 ans ou sur 30 ans, mais sur les 3 prochaines semaines. Donc, en ce moment, il y a une inquiétude justement à ce que ces rendements obligataires explosent et continuent d'exploser, pourquoi pas jusque 3,45%. Donc il va véritablement falloir suivre cet indicateur-là. Alors, je sais, pour certains, ça peut paraître un petit peu du charabia et très compliqué de dire je vais commencer à suivre le taux à 10 ans pour savoir si je vais prendre une position baissière sur les marchés actions. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut vraiment faire attention à ne pas suivre un autre actif, comme on le dit souvent, alors ça j'ai très souvent répété, mais notamment cette fameuse corrélation entre l'euro-dollar et l'évolution du CAC 40. Alors on a toujours des avis a posteriori qui sont vraiment très divergents, donc c'est-à-dire que lorsque vous aviez il y a quelques semaines l'euro-dollar qui montait, le CAC qui baissait, on disait oui, bah, c'est à cause de la montée de l'euro-dollar que le CAC baisse. Bon là en l'occurrence on a eu l'euro-dollar qui a baissé, sur laquelle d'ailleurs on était short notamment sur un 17,50. Donc l'euro-dollar a baissé, vous voyez que le CAC a également baissé. Donc il y a de la corrélation entre les différents actifs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais là, c'est véritablement très inquiétant parce qu'on en parle vraiment beaucoup, mais c'est surtout parce qu'il y a vraiment des très grosses positions, des gros gérants, des gros fonds qui sont en train de se couvrir vis-à-vis de ce risque. Donc est-ce qu'ils vont avoir raison ou pas? Ça, l'avenir seul nous le dira. Mais ce qui va être important, voilà, c'est de regarder quand même, garder un œil sur ce fameux taux à 10 ans, de voir si justement il n'explose pas de manière très très brutale, parce que s'il explose de manière brutale, et je vous le rappelle, de plus de 40 points de base, de manière très très rapide, c'est-à-dire en un mois, si on a plus de hausse une hausse de plus de 40 points de base sur ce taux à 10 ans, eh bien ça voudrait dire très certainement que le SP500 va baisser. Alors maintenant, on va voir ensemble quel était l'impact justement sur ces fameux marchés des actions et donc les indices américains. Là, vous avez en dessous de moi le graphique du Nasdaq en données mensuelles. Donc vous voyez depuis 1998. Si on zoome un petit peu vers le haut, parce que vous voyez que la courbe est en train de dépasser finalement mon écran, et bien vous voyez finalement qu'en données mensuelles, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient inquiètes en train de dire et de se poser la question, est-ce qu'il faut que je sorte massivement du marché parce que ça y est, on est rentré en pleine période de correction sur les marchés américains, chose qu'on n'avait jamais vue, etc. Alors certes, c'était une correction quand même très très forte et avec ce qui se passe depuis ces derniers mois, une hausse continue des marchés américains, finalement on n'était plus habitué à ce qu'ils baissent de plus de 1% en séance. Et vous voyez qu'ici en données mensuelles, c'est pour ça que je mesure toujours bien évidemment mes propos. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo, je vous mets le lien d'ailleurs dans la description de cette vidéo. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours, il y a une semaine, sur justement le risque baissier, enfin en tout cas ma position et mon point de vue sur cette hausse des marchés américains, qu'il fallait être vraiment très prudent. Donc je l'avais fait le 24 septembre. Là vous voyez qu'on n'est véritablement pas dans un bear market, pas dans une correction. Alors certes, on peut aller beaucoup plus bas, il y a de la place, mais pour le moment, il n'y a pas véritablement mort d'homme. Donc vous voyez que si on devait mettre en place une correction beaucoup plus profonde sur les marchés, on aurait quand même largement le temps de se positionner dans une optique de moyen terme. À court terme, c'est quand même différent. Et on va voir ici sur le Nasdaq, on avait, je vous montrerai justement juste après cette partie-là sur les aspects techniques sur les marchés américains. On avait pris quand même beaucoup de positions sur IVT avec l'équipe, justement sur le portefeuille IVT, des positions vendeuses un petit peu sur tous les indices. Je vous montrerai ça juste après. Donc on était plutôt short et on était short sur le Nasdaq sous cette zone des 7600 parce qu'on était tout simplement dans une phase ascendante qui était en train de s'essouffler. Premièrement, ici, on est sorti par le bas de ce canal ascendant. Premier élément de faiblesse qui n'a pas été validé par la suite, puisque derrière, on n'a pas eu des supports clés qui ont été rompus finalement. Donc, on a tenu cette zone. On a presque réintégré ce canal ascendant et finalement, on a eu ce qu'on appelle ici un double top. Donc, ce double top-là, pour le moment, n'a pas été validé parce qu'un double top a une ligne de coup
Et cette ligne de coup, c'est justement cette fameuse zone support des 7390 points. Donc tant qu'on ne clôture pas là-dessous, tant qu'on ne fait pas de bougie impulsive là-dessous, tant qu'on ne fait pas de clôture en extrême, c'est-à-dire de clôture au plus bas, ça je vous en avais averti justement dans les réseaux sociaux, et je vous avais expliqué que si les marchés américains terminaient la semaine au plus bas avec une bougie daily au plus bas, eh ben, il y avait de très grandes chances que lundi matin, on se réveille avec un gap baissier, voire un open égal plus haut. C'est-à-dire qu'en gros, qu'on continue de baisser de manière très violente. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Ben, on a eu alors rachat de short ou achat à bon compte, peu importe, mais en tout cas, les marchés américains et notamment le Nasdaq, vous voyez, a tenu sa zone support des 7390 points. Ça correspond à quoi? Ça correspond à ce support horizontal, mais également, vous voyez ici, la bande de Bollinger inférieure en daily. Donc finalement, on est dans un range. Oui, on a eu une hausse de la volatilité, comme je vous le disais en introduction, sur l'indice VIX, qui est passé très brièvement au-dessus des 17, mais finalement, il s'est replié légèrement au-dessus des 14. Donc pour le moment, tant qu'on reste en dessous de cette zone des 20 sur le VIX, on ne rentre pas en panique générale sur les marchés américains. Donc pour le moment, on va mesurer bien évidemment, suivre ce fameux taux à 10 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ces fameux supports qu'on a sur les marchés américains. Et on verra effectivement si on a des risques de montée, explosive, si je puis dire, en tout cas de ces fameux 40 points de base sur les rendements à 10 ans aux États-Unis, eh bien effectivement à ce moment-là, on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Donc pour le moment, c'est trop tôt pour parler d'objectifs baissiers sur les marchés américains. Le premier objectif à très court terme a été atteint ici. On se posera la question ensuite. Vous avez une première zone ici éventuellement, pour ceux que ça intéresse, cette zone des 7188 points, comme premier objectif majeur si jamais on devait justement rompre ce fameux support des 7390 points sur le Nasdaq. Pour le moment, pas mort d'homme. Si on regarde également du côté du SP500, le SP500, regardez ici, en données mensuelles, je vous donne les dates en dessous, vous voyez, donc depuis 1998 ici, 2008 ici, 2009 point bas, et ensuite progression quasi constante. Vous voyez la baisse du SP500 qu'on a eu cette année finalement, si vous prenez un petit peu de recul, et ben en fait, il s'est absolument rien passé. Alors oui, il y a de la place, oui, on peut corriger de 10%, et même si d'ailleurs on corrigeait de 10% sur le SP500, on n'entamerait même pas la dynamique haussière à moyen terme. Je ne parle même pas du long terme, juste à moyen terme, même si on perd des 10% sur le SP500, ça n'empêcherait absolument pas la dynamique haussière pour le moment. Par contre, effectivement, si on est archi exposé et on est permaboule sur l'ensemble des actions, etc., et qu'on, pour le moment, on s'est positionné sur des actions qui sous-performent l'ensemble des indices et qui ne sont pas, comment dire, décorrélés, ce n'est pas du pur stock picking, eh bien effectivement, ça risque de faire très mal parce que si on regarde d'ailleurs les actions du CAC 40, il y en a quand même beaucoup qui sont sur leur plus bas et beaucoup qui risquent d'aller, où il risque d'y avoir beaucoup de déconvenus quand même. Donc là, pour le moment, sur le SP500, vous voyez absolument aucun, pas risque, mais disons aucune alerte majeure à long terme. C'est simplement pour vous faire prendre un petit peu du recul par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Ici en daily, je vous avais déjà montré dans mes précédentes vidéos sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent, etc. Le biseau, le fameux biseau daily qu'il y a sur le SP500 dont on est sorti par le bas. Donc je suis short et je vais montrer justement juste après les positions qu'on a prises tout au long de cette semaine sur IVT à 2915, tout simplement de la même manière que sur le Nasdaq. Vous voyez ici, double top. Et nous avons ici un double top et la sortie par le bas de ce biseau ascendant daily dont on a validé la sortie par le bas. Donc maintenant, est-ce que on peut aller beaucoup plus bas sur le SP500? Oui, bien évidemment, sauf que vous voyez qu'on a déjà un support horizontal qui a été testé ici en fin de semaine, 2875 points. C'est quoi 2875 points? Support horizontal et également cette fameuse ligne rouge ici qui est la moyenne mobile à 50 jours. Donc tant qu'on ne passe pas en dessous de cette zone, on n'a pas de confirmation profonde, de validation de la sortie effective de ce biseau ascendant qui
pourrait d'ailleurs ne pas être un biseau. C'est-à-dire que si on prend finalement la ligne ici qui relie tous les points bas, il est quand même très très propre, eh bien pourquoi pas, on pourrait finalement avoir ici un canal ascendant a posteriori. Donc attention à ne pas crier victoire trop tôt. Vous l'avez bien compris, même si j'étais très prudent depuis justement une semaine en vous avertissant des risques de passer à l'achat sur les marchés américains dans la zone de cours où on était, c'est-à-dire autour des 2920, 2930 sur le SP500 ou sur le Dow Jones ou sur le Nasdaq, eh bien je reste quand même très prudent. Pour le moment, on n'a pas validé tout ça. On a donné des premiers signaux de faiblesse. Le taux à 10 ans à surveiller. L'indice de la peur VIX également à surveiller s'il passe au-dessus de la zone des 20. Les supports qu'on vient de voir ensemble sur le SP500, sur le Dow Jones, vous avez les mêmes, enfin plus ou moins les mêmes supports. Ce n'est pas les mêmes supports, mais disons que vous avez toutes les zones clairement identifiées sur le DAX, les 12 000, sur le CAC 40, les 5340, etc., etc. Donc vous avez toutes les zones support moyen terme qui sont très clairement identifiées par tout le monde. Maintenant, est-ce qu'on rentre en correction profonde? Pour le moment, prudence. Alors, est-ce que je reste short? Est-ce que je reste baissier sur le SP500? Oui, je reste short. J'ai toujours une position vendeuse sur le SP500 à 2915 points. Et on va le voir ensemble. Je vais vous donner un petit peu justement à la fin de cette vidéo, je vais vous donner toutes les positions que nous avons prises dans le cadre d'IVT. Voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos likes. Merci de vous abonner à la chaîne et pour être au courant et recevoir justement des notifications lorsque je publierai la semaine prochaine ma prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine de trading. Bye bye.